par son impossibilité de la constance et du sérieux, fait qu'il ne devient pas champion, ni de foot, ni de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on voit bien que souvent, c'est la délinquance qui sort les mecs de la promesse d'une carrière. Hein. Il suffit de faire de la sociologie du sport et voir que les mecs arrivent à sport-études, ils sont relativement doués. Malheureusement, la structure familiale n'est pas là. Ils commencent à déconner, et puis finalement, ils sortent de cette possibilité d'aller au bout du chemin du champion. Donc moi, en tant que sportif, j'aime pas qu'on attaque des types qui sont quand même des types qui travaillent énormément pour arriver au meilleur. Parce que je rappelle quand même que cette équipe de France était championne du monde en titre et a quand même réussi à rejouer une finale et à n'être battue qu'au tir au but. Donc d'un point de vue du bilan, il est difficile de cracher sur une équipe qui, je le rappelle, s'habille en bleu, chante la Marseillaise entièrement. Hein, genre... Nous, on avait une génération, on ne chantait jamais la Marseillaise. Ça a commencé à chanter dans les années 90, je pense, à cause du rugbyman qui la chantait. Ouais. Ben, on se demandait pourquoi les Français ne la chantaient pas. Puis je vais vous dire, après on a commencé à regarder, les joueurs s'ils chantaient l'équipe de France en fonction de leur couleur. Et parce qu'il y en a un qui était un peu plus coloré, et il disait tiens il ne chante pas, il ne doit pas aimer la France. Donc c'est faux, nous on ne chantait pas l'équipe de France, pourtant on était tous blancs. Du procureur de la République, ça venait de très haut. Voilà. Nous faisons tout simplement. En fait, l'objet c'était quoi? On voulait simplement, on ne comprenait pas qu'un noir en fait. Privilèges qui vont avec, tu as aussi des devoirs et il faut incarner la France, tu es regardé par les Français. Et moi ce que je vois c'est qu'aucun joueur de l'équipe de France aujourd'hui ne dit de conneries, comme le disait Benzema il y a quelques années. Je dis l'Algérie c'est mon pays, hein. C'est le pays de mes parents, c'est dans le cœur, mais bon après c'est vrai que la France c'est plutôt sportif quoi. Je joue pour la France, c'est pour le pognon, mais mon équipe de cœur, c'est l'Algérie. Parce que c'était un type qui est très doué pour le football avec ses pieds, mais qui n'avait pas forcément un gros cerveau. Je joue pour la France, c'est pour le pognon, mais mon équipe de cœur, c'est l'Algérie. Il faut bien comprendre. Et qu'il était mal encadré, y compris par son environnement, parce qu'il vient d'une banlieue délinquante, et y compris aussi par la Fédé, qui a compris que maintenant, les mecs devraient être pris en charge au niveau du discours médiatique et de l'image. Et aujourd'hui, c'est quand même, on peut dire que Deschamps a bien fait le boulot. Les mecs s'habillent correctement, chantent tous la Marseillaise et dans les commentaires d'après-match disent toujours « Je joue pour la France, je suis fier des Français, vive la France, etc. » Donc, moi, je ne suis pas pour leur cracher à la gueule énormément. Après, l'autre sujet, effectivement, c'est, je l'ai dit, est-ce qu'on ne se sert pas l'équipe de France noire comme vitrine, qu'il faut négrifier la France? Mais pourquoi? En tant qu'homme blanc, ayant les pleins pouvoirs, détenant la vérité. Tu vois? Et tu vois ce que je veux dire? Moi, regarde, pour finir mon propos, excuse-moi, c'est une question à rallonge, hein, mais tant personne n'y voyait d'inconvénient. Bon. Joan Branco ou machin Branco, je sais pas quoi. Franchement, je te dis, tu as beaucoup de chance. Le Sénégal, il aurait eu un président comme moi, je t'aurais en place publique. Le Sénégal, c'est pas une serpillière. Malheureusement, nous avons un gouvernement. C'est pour cela que maintenant, j'exècre le président Macky Sall. Il a fait en sorte que n'importe quel saltimbanque peut venir essuyer ses salissures sur le Sénégal sans que rien ne lui arrive. Wallah, je suis trop content que tu me poses cette question parce qu'elle me fait très mal, tu vois. Le président Macky Sall, il a fait plein de réalisations matérielles, mais il a terni tout son tableau en laissant beaucoup de gens manquer de respect au Sénégal, que ce soit quelques États voisins, ou que ce soit même comme ce genre d'énergumène-là. Comme ce genre d'énergumène, d'accord? Je n'ai aucun respect pour lui. Je n'ai aucun respect pour les Sénégalais qui l'ont aidé dans son petit forfait. Wallah, je n'ai aucun respect pour eux. Moi, j'estime un conflit interne. Si moi, demain, j'ai un conflit avec toi, Elhadj, le chairman sénégalais, frère, comment que je sois damné si j'amène un étranger. Je préfère perdre en face de toi que d'amener un étranger pour gagner en face de toi. Parce que nous avons quelque chose en commun qui nous transcende, c'est l'amour de notre patrie, c'est l'histoire de nos ancêtres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quiconque introduit des étrangers dans des histoires internes, c'est un traître. Et quiconque permet à notre chère terre, notre cher pays, de se laisser marcher dessus comme le président Macky Sall, ira dans les égouts de l'histoire. C'est ce qu'il a fait
Ousmane Sonko, il l'a pris. Je ne respecte pas Ousmane Sonko pour ça. J'en ai rien à foutre de ce que les Sénégalais pensent. D'accord? J'en ai rien à foutre. Ça me blesse franchement parce que ça diminue la valeur de notre pays. Voir un mec venir parader dans notre pays. Il aurait fait ça en Algérie. Il n'oserait jamais. Ça lui passerait jamais. Ses ancêtres l'auraient appelé de l'au-delà, lui dire va faire ça en Algérie. Il l'aurait pas fait. Parce qu'il sait ce qui va suivre. Mais là, pour lui, c'est une terre de nègres. Je peux venir. En plus, j'ai des collabos là-bas, des oncles Tom qui vont m'aider à ridiculiser leur propre pays. D'accord? Voilà. Tu sais, mon frère Elhadj, parfois, il faut qu'on sache se passer de ces pseudo-charités. Ces pseudo-gens qui viennent de l'extérieur toujours faire semblant qu'ils nous veulent du bien. Ça fait 400 ans, 500 ans qu'ils nous font la même rhétorique. Nous avons assez d'avocats plus qualifiés que lui. D'accord? Nous avons des intellectuels à qui il n'arrive même pas à la cheville. D'accord? Et quand je l'ai vu venir, tous les avocats sénégalais s'écarter pour lui laisser la place. Subhanallah, wallah, c'est comme si on avait enterré la France pour être performant. Ça, c'est le côté manip politique, malheureusement, qui me dépasse et qui nous dépasse un peu. J'ai aussi cette inquiétude, ce que j'appellerais du projet Kalergi, qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement. Qu'il faut métisser un pays pour le soumettre plus facilement. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et après, il y a est-ce que cette équipe joue si bien que ça? Alors, je dirais que le jeu de l'équipe de France ressemble au jeu du coach qui est Didier Deschamps. Didier Deschamps, son équipe est comme il l'était lui-même, c'est-à-dire efficace, mais pas très brillant. Hein. Je veux dire, Deschamps, c'était pas Zidane, c'était même pas Cantona. Mais par contre, c'est un mec qui sait bien gérer un collectif et qui a compris d'ailleurs que pour que ça fonctionne bien, il fallait pas qu'il y ait de dissension comme à l'époque de l'ignoble Domenech, qui par lâcheté avait laissé proliférer des groupes antagonistes dans l'équipe, qui à la fin a fait exploser l'équipe et nous a fait rater des années de domination de football. Et je pense que Deschamps, de ce point de vue-là, est un très bon coach. Mais là, on est presque sur de l'humain et du politique, quelque part. Mais c'est très important aussi. Mais par contre, d'un point de vue du jeu, il faut quand même remarquer que l'équipe de France arrive à gagner en étant dominée pendant tout le match par des exploits individuels, et qu'en fait, le jeu français, très éloigné du jeu de la grande équipe du carré magique de Platini, j'ai oublié le nom de l'entraîneur il s'appelait pas Hidalgo d'ailleurs? Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, il avait développé un très très beau jeu à la française lié au milieu de terrain qui montait avec une distribution de balles ultra rapide et très virtuose. Et il manquait d'ailleurs à l'époque un vrai buteur, un mec, on avait tendance à rentrer dans les cages de l'ennemi balle au pied. Hein. Mais aujourd'hui, on a un jeu qui est l'inverse, c'est-à-dire un jeu basé sur la puissance de percussion physique et le banc, c'est-à-dire la capacité de faire rentrer des grands gabarits qui courent vite et qui percutent, mais au détriment du jeu collectif où on voit qu'on est dominé. On arrive à dominer l'Australie en termes collectifs, mais on est dominé par le Maroc en termes de jeu, on est dominé par l'Argentine totalement, on est dominé en fait par beaucoup d'équipes en termes de jeu collectif. Et on s'en sort par de la performance individuelle, et puis s'il n'y avait pas Mbappé dans l'équipe, et que c'est quand même déprimant de voir effectivement que dès qu'on est face à une équipe qui joue vite et qui fait circuler collectivement le ballon rapide, hein, et on court derrière le ballon pratiquement souvent pendant tout le match. Et ça, c'est ce que tous les gens ont remarqué. On gagne en jouant pas très bien. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Sur du physique, de la percussion et aussi du banc, voilà. Et c'est pour ça que moi je me dis un peu que à la fois le bilan de Didier Deschamps est très positif, mais qu'à la fois on aimerait bien voir ce que ça pourrait donner avec à la tête de l'équipe quelqu'un qui était un virtuose absolu, qui est d'un point de vue du jeu est l'anti-Deschamps et qui est Zidane. On aimerait bien voir, quoi. Voilà, moi j'aimerais bien voir. Et puis après, ça amène à un sujet encore plus vaste sur quel est le mode opératoire des centres de formation et de recrutement depuis déjà des années. Et là, ça amène au sujet Griezmann d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça fait des années et des années qu'on privilégie la force physique
la puissance, la vitesse de course sur l'intelligence stratégique et la technicité, je dirais. Et ça veut dire, c'est ce qu'avait déjà fait remarquer Sagnol, même s'il s'est fait un peu remonter les bretelles. L'avantage du joueur, je dis... Pourquoi on a toujours considéré, parce que moi l'histoire, le noir, pas technique et tout, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi. Genre, on a mis l'exemple et en plus les Norvégiens, si on parle de on peut le dire, Daniel, nous on s'est amusé à faire une liste de joueurs. Alors, il y en a des techniques. En regardant Yaya Touré sur un terrain de football, on se demandait parfois s'il faisait le même sport que les autres. Plus grand, plus rapide, plus costaud que la majorité des autres joueurs à côté de lui. L'Ivoirien a donné pendant quelques années cette impression de puissance que peu de joueurs ont réussi à atteindre. Des gros tacles défensifs, pas de soucis, des grandes courses vers l'avant pour casser la première ligne de pressing, aucun problème. Du dribble encore et toujours malgré sa grande taille, ça aussi, Yaya savait très bien le faire. Un mélange presque parfait entre technique et puissance de jeu. Mais sa plus grande qualité selon moi était peut-être sa vision du jeu et sa qualité de passe exceptionnelle. Cette capacité à toujours trouver des coéquipiers démarqués devant lui, toujours dans le bon timing. Nasri, Touré, Samir Nasri, City have it won. It's a delightful little ball from Touré to actually flick it back in the Frenchman's direction. Du haut de son mètre 88, le maître à jouer des Citizens voyait tout autour de lui et offrait d'excellents ballons à ses partenaires offensifs. Alors vous allez me dire, comment Guardiola a-t-il pu le faire jouer défenseur pendant quelques matchs, comme on en parlait dans l'introduction? Bon, ça on le verra après, mais toujours est-il que le prime de Touré était bel et bien au milieu, là où il pouvait montrer toutes ses qualités de footballeur. L'Ivoirien a apporté une certaine sérénité et son profil, aussi bien capable de jouer en 6 qu'en milieu relayeur qui sait se projeter, a été très utile pour sa nouvelle équipe. City avait besoin d'équilibre pour son projet, ils ont visé parfaitement juste, en allant chercher un joueur qui défend aussi bien qu'il attaque, un joueur qui lit parfaitement les deux parties du terrain, avec en plus ce petit côté spectaculaire. Daniel, nous on s'est amusé à faire une liste de joueurs. Alors, il y en a des techniques, il y en a des dizaines. Non, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est la culture. Et moi j'aime les différences culturelles. Moi ce qui m'intéresse, c'est savoir par exemple pourquoi les Danois donnent plus de joueurs techniques que les Norvégiens, qui donnent plutôt du grand costaud. C'est vrai, leur football a toujours respiré ça. Plutôt le costaud et je vois pas en quoi quand Roland dit physiquement il apporte plus qu'Africain. C'est des conneries. Tu vas me chercher un Norvégien, il va courir pareil, je peux t'assurer. Et physiquement il va être là au contact, le Norvégien aussi. Mais Daniel. Mais non, mais c'est parce que vous vous trompez depuis des années. Toute la formation du foot en France s'est plantée. Je le répète depuis des années. Tu l'as dit. Non, attends, laisse-moi finir. Tu l'as dit, mais c'est pas de ta faute. Tous les rebeux qui tripotaient la balle, c'était des futurs zizous. Parce qu'un blanc pouvait pas tripoter et un petit noir, c'est pas qu'il était pas technique le petit noir, c'est qu'on le prenait pas. Et ils exigent que cette division ne compte plus aucun soldat noir. Ça s'est passé avant le débarquement. Les Américains ont dit qu'ils ne pensaient pas que les soldats noirs étaient capables de conduire des chars. Le noir c'est grand, un noir c'est grand. Mais toute la formation à Clairefontaine, ils ont standardisé. Alors les mecs qui donnent des leçons et qui veulent porter plainte, mais qu'ils aillent foutre le nez à Clairefontaine, je l'ai fait moi. Je les ai entendus ces discours à la con moi. Il y a un problème, c'est que les Noirs issus de l'immigration et qui sont en concurrence avec le résidu du prolétariat blanc qui arrive dans les centres de formation à 12-13 ans, les Noirs, et c'est un constat de nature, la nature existe, sont plus précoces au niveau pubertaire que les Blancs. Il y a des théories là-dessus, j'y reviendrai pas, mais la précocité pubertaire plus tardif, ça crée des personnalités différentes et même des civilisations un peu différentes et des aptitudes selon les domaines un peu différents. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui et depuis des années, dans les centres de formation, on privilégie les jeunes Noirs parce qu'ils sont physiquement plus précoces et que quand vous prenez des jeunes que vous allez choisir à 12-13 ans, le blanc en moyenne, ayant une puberté plus tardive et plus chétif. Et même s'il est un peu technique, il se fait balayer par la puissance de percussion du jeune noir. Or, en ayant cette politique systématique depuis des années, en ne donnant pas le temps aux jeunes de grandir, on s'interdit des figures comme Griezmann. C'est-à-dire des blancs physiquement plus chétifs, mais plus stratèges et plus aptes à distribuer le ballon, au lieu d'aller percuter en courant sur les ailes et en balançant des ballons en cloche, qu'il faudra d'ailleurs que notre buteur numéro 1 se débrouille pour reprendre d'une manière ou d'une autre, c'est Giroud quoi, des types qui sont obligés
d'avoir une vision collective, de distribuer rapidement le ballon et de créer du jeu, je dirais, à la Platini ou à la hollandaise, ce qu'on a envie de voir, du beau jeu. Voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai problème de remise en cause de la stratégie systématique des centres de formation, car je rappelle que si Griezmann a pu arriver dans l'équipe de France et produire justement ce type de jeu qu'il était le seul à produire pratiquement dans l'équipe de France pendant le mondial, c'est-à-dire c'était lui quelque part le numéro 10 en fait d'une certaine manière, si Griezmann a pu être là pour le faire, c'est parce qu'il est passé par les centres de formation espagnols qui eux privilégient la technicité et l'intelligence stratégique, c'est-à-dire la vitesse de réaction du cerveau à la vitesse de déplacement des pieds. Voilà, hein. Même si aujourd'hui les Espagnols sont arrivés au bout de cette logique, puisqu'en fait ils jouent très vite mais à plat, et il leur manque justement l'inverse, de la puissance de pénétration, c'est-à-dire axiale. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre quelques Noirs dans l'équipe d'Espagne, quelques Français dans l'équipe d'Espagne et quelques Espagnols dans l'équipe de France pour faire la meilleure équipe qui demande et de l'intelligence de distribution de ballons stratégique rapide et en même temps, effectivement, de la puissance de percussion. Il faut les deux. Hein. Et d'ailleurs, les deux additionnés, ça donne un magnifique 1-2 qui passe par le milieu. Hein. Là, c'est là. Voilà. Là, je peux pas le nier, le total voilà. Dans la main. Là, du tout. Hey ah ouais. Hey, fais ça quoi? Il est connecté là-bas, fais ça quoi? Hey, il est le plaisir, il ne dit pas. Aïe, 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 aïe. Ce qu'il y a très peu, en fait, en réalité. Et nous, en fait, on a des mecs qui courent sur les ailes hyper vite. Mbappé, d'ailleurs, est le prototype de ça. En plus d'être très technique, et d'avoir le sang-froid du dernier geste, hein, donc il additionne au moins 3 qualités. Mais celui qu'on a fait courir sur l'aile droite, c'est aussi basé sur une vitesse de course pure et de percussion. Et puis après, démerdez-vous avec le ballon, je le balance. Alors en plus, on sait très bien quand on peut arriver pratiquement au point de corner et mettre un ballon légèrement en retrait dans ce qu'on appelle, je sais pas quoi, les 16 mètres, il y a toujours une chance de mettre un but. Hein. Mais à un moment donné, quand on fait que ça... ça fait penser au handball, quoi. C'est pas ça la beauté du football. La beauté du football, c'est ce que fait de temps en temps, c'était l'école brésilienne, c'est ce que font d'ailleurs les plus grandes équipes, quoi. Hein. Alors les Brésiliens le font, mais ils n'ont pas l'efficacité défensive, donc il leur manque autre chose. En fait, aujourd'hui, l'équipe qui aurait tout à la fois, elle n'existe pas. Si les Argentins, en finale, ils avaient tout, hein, pratiquement. Là. Ils nous ont quand même mis une branlée en termes de football, qui était, je vous dis, c'est comme un boxeur génial face à un bourrin, mais qui a une énorme frappe, et qui arrive à maintenir le combat jusqu'au bout, alors qu'il est dominé à la touche à chaque round, mais qu'il arrive à mettre 3 grosses patates qui fait que l'autre est compté 3 fois. Vous voyez, c'est à peu près ça, quoi. Mais ça s'appelle un bourrin, quoi. Voilà, on a quand même un football globalement de bourrin, avec un diamant qui s'appelle Mbappé. On n'en a pas 36, hein, des diamants. Et un Griezmann qui est proche de la retraite, qui a la capacité, parce qu'il a échappé à la logique des centres de formation français, à jouer à l'italienne, pas à l'italienne, à l'espagnol. Et je vous dis, il faudrait une intelligence au sommet de la... c'est-à-dire il faudrait un mec intelligent comme Soral. Malheureusement, le sport ne mène pas forcément à la super intelligence, hein, pour comprendre qu'il faut mettre... il faut maintenir effectivement cette idée française du mec qui court vite et qui percute, c'est-à-dire... le mec qui vient d'Afrique, c'est vrai, il le faut, mais il faut aussi du stratège distributeur comme les Espagnols ont été capables d'en produire pendant des années, et qu'en combinant les deux, on fait la meilleure équipe du monde. Je pense qu'on peut le faire. Hein. Yes, I'm so excited. Africa won the World Cup. Mais il va falloir modifier la politique des centres de formation en intégrant les deux filières. Hein, la filière du petit blanc intelligent technicien, distributeur de ballons et constructeur de jeux, et la filière qui est aujourd'hui un peu trop massive, du sprinter percuteur noir. Alors après, on va peut-être m'accuser d'un certain racisme, j'en ai rien à foutre. Le sport, c'est l'efficacité. Hein, c'est pas l'idéologie antiraciste rajoutée dessus pour faire joli. Ça, c'est ce qui fait qu'on devient nul en sport. Le sport, il y a des morphotypes, il y a des réalités. On sait quand même que les Noirs courent plus vite que les Blancs, c'est pas de l'idéologie. Hein. Le Blanc le plus rapide du monde, je vous rappelle que c'est le petit Savoyard Lemaître, qui arrive à courir en, je crois, 9,96, enfin, au meilleur de son truc. Les Noirs courent plus vite que les Blancs, hein, voilà.
On le sait. Donc à un moment donné, si on veut faire de l'idéologie et dire il n'est pas question de raciser le sprint et on va faire une parité des blancs et des noirs dans les relais, déjà on gagne rien, mais on gagnera encore plus rien. Hein, voilà. Et puis vous regardez la hiérarchie sur le 100 et le 200 mètres mondial du sprint, homme ou femme. Hein, et puis là, il y a une réalité qui s'impose à vous. Et cette réalité, c'est ce que disait Sagnol. Il avait parfaitement raison. Vous savez pas à quel point vous êtes supérieur, ça. Regardez-le. Je suis très sérieux, là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique. Alors si on veut gagner au foot, il faut faire un peu moins d'idéologie de gauche à la con et être dans le réel et la gestion du réel. Et compte tenu de ce qu'est la France et effectivement de cette profusion de morphotypes qu'on a, que d'ailleurs on retrouve dans le handball et aujourd'hui dans le rugby, même s'il y en a qui me disent « Ah non, c'est toujours le rugby du Sud-Ouest ». Peut-être, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il y a aussi des banlieues partout, y compris dans le Sud-Ouest. Hein, et que même si les mecs viennent encore de Toulouse, est-ce qu'ils viennent de la paysannerie de Toulouse ou est-ce qu'ils viennent de la banlieue de Toulouse? Et là, ils verront que leur discours s'infléchit un peu. Et d'ailleurs, moi, je prends les deux. Hein. Je prends la paysannerie du Sud-Ouest et les banlieues du Sud-Ouest. L'équipe de France actuelle, en rugby, elle joue bien. Et elle joue un beau jeu, c'est ça que je veux dire. High into the sky, maybe a little further than he would have liked, and Dula had the ability to call the mark, and off he goes to the races. Dula pops the ball off, Ntamak on his shoulder, passes stick on this occasion for France. Dupont wants it, Dupont has it. Vakatawa has a little look at Watson. Oh, what an offload. Benno over the top, Benno goes after it. What way is the ball going to bounce? Beautiful, absolutely beautiful. Voilà, donc, à un moment donné, si on veut gagner en sport, on arrête un peu à faire de l'idéologie de gauche à la con, qui d'ailleurs détruit tout, l'économie et la politique aussi, et on est dans le réalisme de la gestion des corps, parce que c'est quand même des corps, hein, voilà. Et on sait qu'il y a aussi des impératifs raciaux, c'est-à-dire que certains sont privilégiés dans certains domaines, c'est clair. Donc il faut de tout. Il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. Bien les Nordiques. Une bonne mentalité. Donc, à la suite de ça, j'ai une deuxième personne qui m'a contacté. Là, on s'est parlé au téléphone. L'autre, je l'ai vu en vrai, mais l'autre, on s'est parlé au téléphone. Elle m'a expliqué qu'elle aussi, elle connaît des footballeurs. Je ne sais pas si c'est son cousin ou des choses comme ça. Mais elle m'a expliqué que, en fait, la véritable raison pour lesquelles les footballeurs prenaient des femmes blanches, c'est parce que c'était un frein à leur carrière s'ils ne prenaient pas des femmes blanches ou autres. Et puis après, il y a de la gestion politique et sociale. Et quand on articule le tout bien et qu'on est un pays riche quand même, enfin beaucoup moins pauvre que les trois quarts des pays en concurrence avec nous, et qu'on a cette richesse, effectivement, qui peut nous emmerder d'un certain point de vue, qui s'appelle la gestion de notre ancien empire colonial, on peut, dans les sports collectifs, être les meilleurs du monde, comme on commence à l'être d'ailleurs en basket. Hein. Je veux dire, personne aujourd'hui ne critique la négrification de l'équipe de basket en France. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas encore, sauf quand ils sont achetés par la NBA, et ils le sont de plus en plus. Puisque aujourd'hui, le mec que tout le monde veut acheter dans la NBA aux États-Unis, c'est un basketteur noir français de 17 ans qui fait 2,22 m. Personne ne crache sur les noirs dans le basket en France. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas milliardaires. En fait, ce qui agace, c'est le pognon. C'est qu'en réalité, s'il y avait moins de pognon dans le foot, et qu'il n'y avait pas plus de pognon dans le foot que dans l'athlétisme, personne ne se plaindrait que les noirs jouent au foot, parce que de toute façon, l'idée qu'on a quand même fondamentalement, c'est que les noirs doivent faire des sports de pauvres, et des boulots mal payés. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. C'est qu'on dit quand même, c'est pas normal de payer autant des noirs. Voilà, c'est tout. Et quand on a fait cette analyse globale, on peut à la fois s'agacer du métissage généralisé, et on peut à la fois respecter des types qui sont, s'ils sont dans l'équipe de France, malgré tout les critiques que j'ai pu faire sur le style de jeu à la Deschamps, sont des mecs qui ont énormément travaillé, parce que plus on prend un sport de masse, plus il y a de monde à la base. C'est pas comme une équipe de polo. Hein. Pour intégrer l'équipe de polo française, si elle existe, vous avez le choix entre 200 mecs. Pour intégrer l'équipe de France de football, regardez combien il y a de licenciés. Il faut énormément être bon, énormément bosser, il n'y a pas de secret. Et c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je suis un sportif qui n'a jamais pu atteindre le super haut niveau, mais j'ai été au contact du haut niveau, parce que j'y étais presque. Je fais une fente de bras avant et je glisse ma jambe. Je rentre un petit peu sur l'intérieur, j'arrête sur cuisse, je prends ma distance et je te casse la patte. Mais pourquoi?